J'ai rencontré déjà des PME, ils traitent même pas leurs leads. Ils ont des leads entrantes, ils les filtrent, ils savent même pas les scorer, c'est-à-dire dire qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui est pas intéressant. Les sales disent de toute façon c'est nul, ils regardent d'un coup d'œil, ils prennent ce qu'ils ont envie. Les sales, si je fais une blague, sont pas toujours très organisés. Pour toi, toutes ces méthodes que tu es en train de citer, où t'as harcelé de mails, t'as harcelé de pubs, c'est pas mort en réalité. Si tu travailles sur de la cybersécurité, tu fais le e-book de la cybersécurité en 2024. Là, les mecs, quand ils veulent le télécharger, ils laissent leur email. Et à chaque fois que quelqu'un a laissé son email, tu vas lui donner 10 points. Justement, comment tu gères cette tension entre trop processer pour avoir des chiffres et forecaster versus... Ça, c'est du lean management. Je sais pas si tu connais. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Charles Thénault en tant qu'expert growth. Salut Charles, bienvenue. Hello à tous, merci beaucoup pour l'accueil. Salut Charles. Alors, on entend beaucoup parler de ce terme et il y a multiples définitions et de questions à ce sujet. Donc, on a pris le temps aujourd'hui de te recevoir pour que tu nous en dises un petit peu plus pour que nos auditeurs apprennent aussi cette notion-là. Alors, pour te présenter, tu as 15 années d'expérience dans des sociétés qui font appel à ce type d'expertise, comme des sociétés comme Botify, Skello, Lemlist, AssoConnect ou Spendesk, donc tout un univers de sociétés dans la tech qui sont très connues et qui ont pignon sur rue. Et tu as développé du coup une très forte expertise, on va y revenir, sur tout ce qui est vente, tout ce qui est marketing, en fait, tout ce qui est captation de clients dans le monde moderne. Et notamment comment tu travailles la tarification, les fusions-acquisitions avec les CEO. Donc aujourd'hui, tu es patron des opérations et general manager de l'Empire. Je pense qu'on va revenir tout à l'heure sur l'Empire. Et tu accompagnes donc les CEO, les dirigeants d'entreprise dans leur stratégie d'acquisition business. Voilà. Exactement. Bienvenue. Écoute, merci beaucoup. Merci pour l'accueil. C'est bien résumé. Ouais, c'est bien résumé. Et puis, c'est une super ambiance ici, donc merci beaucoup. On va essayer de la maintenir, mais on aimerait bien que... On a plusieurs parties. Émeric va animer surtout la session avec Julien, mais pour commencer, un petit peu ta bio, un petit peu ton parcours, comment on atterrit en fait dans ce monde-là, du growth, qui est un peu mystérieux. Et on a envie d'en savoir plus. Growth. Ouais, Il faut qu'on traduise, il ne faut pas qu'on oublie de traduire. Growth, c'est croissance. Growth, croissance, Julien. Ça Au sens large. Oui. Donc, merci pour l'intro, c'est exactement ça. Donc, moi, j'ai 36 ans, je travaille depuis 37 bientôt. Je travaille depuis 15 ans. J'ai deux parties dans ma vie. J'ai une partie quand même très grand groupe, parce que j'ai fait 5 ans chez Ernst & Young. Donc, j'ai fait du transaction service, donc c'est des fusions-acquisitions, enfin du conseil. Celui qui était là avant aussi, il était chez Ernst & Young. Eh oui, on aurait un autre numéro. Belle école. Belle école de sur formation. effectivement, les CFO. Exactement, Benjamin, je le connais un petit peu. Et donc moi, j'ai fait beaucoup de fichiers Excel pendant une grosse partie de ma vie, donc de modélisation, etc. Après, j'ai été chez Allianz, donc un grand groupe des assurances. Exactement, dans la partie stratégie aux opérations. Et donc, la deuxième partie de ma vie, comme tu le décrivais, j'ai été dans des startups. Et en réalité, j'ai pas toujours été un growth, si tu veux, pour être honnête. Il y a des gens qui font ça qui font que du growth. Moi, je suis un profil assez généraliste. En réalité, j'ai commencé par la finance dans des startups, des boîtes de la tech. Et après, assez vite, je suis allé vers des fonctions revenus. Donc, ce qu'on appelle des fonctions revenus aujourd'hui, on va en reparler après, mais ça regroupe plusieurs types de métiers qui, globalement, s'alignent pour générer de la croissance. Parce qu'en startup, ce qui compte, c'est de générer de la croissance, puisque c'est des boîtes qui partent quasiment de zéro ou de peu de choses. Et tout l'objectif, toute la raison pour laquelle on leur donne des fonds, c'est pour développer leur chiffre d'affaires. Et donc moi j'ai évolué de rôle plutôt financier à rôle plutôt revenu, et donc j'ai été amené à travailler dans des super boîtes, et notamment à être Chief Revenue Officer, ce qui correspond à directeur commercial, mais avec d'autres aspects dont on pourra discuter qu'il n'y a pas forcément toujours dans toutes les entreprises. Et donc j'avais par exemple en charge la croissance des équipes commerciales, des équipes de gestion client, de support, avec pas mal de sujets aussi opérations, de sujets growth marketing. Et donc plus récemment, je suis chez l'Empire, qui est une société de software. On est 90 personnes. C'est une boîte assez originale et unique, puisque c'est une rare boîte de la tech qui est autofinancée. Donc aujourd'hui, on fait presque 30 millions de revenus récurrents. Quand tu dis autofinancé, c'est-à-dire zéro levée de fonds. Zéro levée de fonds. Alors tout est public. Donc, le fondateur Guillaume parle beaucoup de tout ce qui se passe. Lui, il a cash out, donc on a des investisseurs minoritaires qui détiennent 20% de l'entreprise, parce qu'ils ont fait un cash out de 30 millions. Et donc, on a un invest minoritaire, mais globalement, il n'y a jamais eu 1 euro qui a été mis dans l'entreprise.
Ça a toujours été financé par les clients, ce qui est le meilleur moyen de financer une boîte. Comment il s'appelle le CEO ? Guillaume Moubèche. Ah oui, il est assez connu. Ouais. Il avait fait un buzz d'ailleurs à ce moment-là. Il a fait un buzz là-dessus, donc il a beaucoup, donc c'est une entreprise assez intéressante parce qu'elle s'est beaucoup développée sur les réseaux sociaux, pour y revenir, des stratégies de développement business. Branding très fort d'ailleurs. Branding très fort, beaucoup de contenu. C'est une stratégie qui marche bien aujourd'hui avec beaucoup de social media, de vidéos par exemple YouTube, même lui il a un compte Instagram qu'il utilise beaucoup, de relations presse, de podcasts, donc des canaux d'acquisition un peu nouveaux on va dire, je pense, qui sont assez rentables en réalité quand ils sont bien utilisés, quand on arrive à sortir de la masse. Et donc c'est pour ça que l'entreprise aujourd'hui elle fait 35% d'EBITDA, on fait une croissance de 40% après year over year. Magnifique. Donc c'est une boîte qui va bien et on édite 5 logiciels qui sont tous autour de la génération de comment on trouve des clients pour des PME. Donc on est plutôt TPE PME nous, on va jusqu'à 500 000 employés, mais l'essentiel de nos clients c'est des petites boîtes, donc ça peut même être des fondateurs qui vont, on a différents outils, mais globalement c'est beaucoup pour automatiser la prospection, trouver des prospects. Lemlist, ouais, c'est assez connu dans le milieu des startups. Exactement, Lemlist c'est un de nos produits. On a aussi Taplio qui va être orienté sur tout ce qui est LinkedIn, qui va aider à développer son réseau sur LinkedIn. Et donc nos 5 produits sont tous orientés autour du même objectif qui est pour des fondateurs d'entreprises, des petites boîtes, des PME, jusqu'à 500 personnes, d'équiper les équipes commerciales ou les gens qui génèrent du revenu pour les aider à acquérir des clients. Juste, en termes de parcours, tu as fait une école d'ingénieur, une école de commerce? J'ai fait une école de commerce. Une école de commerce, ok. Donc, mais tu étais quand même un bidouilleur ou pas du tout? Je pense que je suis un ingénieur raté. En réalité. Aujourd'hui, je m'en rends compte parce que j'aime bien les sujets data. C'est comme un truc qui te... Les gens me disent souvent ça. D'accord, ok. Cool, clair. Pour qu'on revienne sur cette notion de grosse, parce qu'on entend beaucoup de tout et n'importe quoi là-dessus. Grosse marketing, gros hacking. Il y a eu Germinal à l'époque qui avait lancé une mode là-dessus. Bravo à Grégoire Gambato. Ouais. Patron de OSS, qui a une vision du gros qui est très liée au business model de la boîte et qui n'est pas uniquement de tester des canaux d'acquisition. C'est quoi le gros aujourd'hui ? Ou est-ce que c'est plein de grosses différents ? Alors, c'est plutôt plein de grosses différents. Et peut-être aussi, on a des auditeurs qui sont pas uniquement des startups, pas uniquement la Startup Nation, on a des entrepreneurs, des belles PME et ETI. Ils ont leur fonction commerciale de façon classique. Je pense qu'il y a plein de choses qui est de bonnes pratiques de la tech ou des boîtes de startups qu'on peut ramener. Donc, c'est intéressant que tu fasses aussi le parallèle, que tu essayes de faire le parallèle. Ouais, je vais essayer de peut-être partir d'une boîte, on va dire traditionnelle, donc une boîte qui existe depuis 50 ans, 100 ans. J'ai pas mal d'amis dans ce type de boîte. En fait, ce qui se passe souvent, c'est que ce qui ramène du business, c'est souvent de l'entrant. Donc, c'est des gens qui connaissent la marque parce qu'elle est établie sur un marché depuis des années. Et donc, ils vont aller sur le site et contacter pour dire « Moi, je suis intéressé par vos services, votre produit. » Ou beaucoup de réseaux aussi. Donc, souvent, les commerciaux, historiquement, c'était un peu ce qu'on appelle aussi des account managers où ils ont le numéro de leurs clients. Ils vont d'une filiale à l'autre. Ils les connaissent. Ils payent un petit coup à boire le midi. Voilà, on peut aller dans ce type de cliché, mais c'est un peu ça. C'est Julien. Ça marche toujours dans le sud. T'as raison, c'est un cliché. Non, mais ça fait partie de la réalité, je pense. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que donc ça, c'est un modèle, c'est une façon de croître le chiffre d'affaires. Et je pense que ce qui s'est passé, il y a plusieurs éléments. C'est que déjà, dans le monde des startups, il y a beaucoup de boîtes qui partent de zéro, donc qui n'ont pas du tout cet actif d'avoir une marque depuis longtemps, donc qui doivent générer du business plus vite. Et donc, ça nécessite d'avoir des techniques pour accélérer globalement, parce que je pense qu'on est dans un monde où on veut toujours aller toujours plus vite, et avec notamment les levées de fonds, etc., les cycles sont plus rapides, les investisseurs attendent de la croissance très vite, et donc on va essayer de faire en sorte de maximiser la croissance. Et il y a un autre élément important, qui a expliqué la jeunesse de ces métiers, et je vais expliquer après ce que c'est exactement. Je pense que le deuxième important élément, c'est vraiment le fait qu'il y a beaucoup d'outils, de logiciels, enfin les SaaS, donc les Software as a Service, donc tous les logiciels que vous pouvez accéder depuis un navigateur, se sont quand même multipliés, et beaucoup de ces softwares sont autour de la génération de revenus. Donc nous, c'est ce qu'on fait chez l'Empire, mais on peut citer des CRM, donc Salesforce, ça a été créé il y a peut-être 30 ans, quelque chose comme ça, ou 25 ans. Après, il y a eu HubSpot, qui est maintenant un concurrent. Et il y a aujourd'hui... Il y avait même Data Ananas à un moment donné aussi. Il y a Data Ananas, voilà, il y en a vraiment des milliers en fait en réalité. Et le fait de pouvoir créer des outils de plus en plus facilement fait que, comme en plus le retour sur investissement, il est plus facilement prouvable pour des outils sales, il y a beaucoup de concurrence et ce qu'on appelle un océan rouge. Il y a
beaucoup d'acteurs qui sont autour de la sales stack et du coup, naturellement, il faut des gens pour utiliser ces outils, les mettre en place, les connecter les uns avec les autres. Et donc, en fait, il y a plein de choses qui se sont construites autour de ça. Globalement, la finalité, donc quand on dit growth, quand on dit sales operations, qui sont un peu les deux grands types de rôles qui existent maintenant, je pense que growth, si on doit le schématiser, c'est plutôt un rôle qui va être proche du marketing. Donc si on réfléchit au marketing, l'objectif du marketing, c'est de générer de la demande. C'est-à-dire, en fait, tu es un marketeur, ton but, c'est de faire en sorte qu'il y ait des gens qui soient intéressés par tes services. Tu rends ton produit désirable, donc tu peux agir très haut dans le funnel, dans la décision, éduquer des gens sur des problèmes qui savent même pas qu'ils ont, ou aller essayer de capturer de la demande qui est plus proche. Donc je sais déjà que j'ai un problème, je vais aller chercher quelque chose de précis, et donc tu peux capter ça. Donc ça, c'est le gros, c'est souvent plus associé au marketing. Donc c'est une fonction du marketing qui a plusieurs aspects, mais qui globalement va en général toucher plusieurs aspects aussi de la vie d'un client. Donc souvent, on a toute la partie acquisition, donc c'est acquérir du trafic, donc trouver des gens qui peuvent être intéressés. Donc ça, tu as plein de méthodes. Ça peut aller de trucs, par exemple, faire du SEO, donc aller optimiser sur Google le référencement. Ça peut être de faire du paid marketing, donc du SEA, du SEM, des choses comme ça. Mais ça peut être acheter aussi tes pubs sur Google, Instagram. Voilà, faire de la pub sur Google, Instagram. Mais ça peut être aussi de faire de l'emailing, donc de trouver des adresses mail de personnes qui sont intéressées et de leur envoyer des emails. Donc ça peut être du growth. Donc le growth va agir sur toute la partie acquisition. Il va agir sur toute la partie monétisation. Ça veut dire, par exemple, comment on transforme une personne qui a un intérêt en client. Donc conversion de clients et après comment on monétise. Par exemple, faire des A/B tests, de dire est-ce que si je baisse le prix, qu'est-ce que ça a comme effet. Donc des expérimentations autour du pricing et de comment le prix va influer sur la conversion et donc comment on peut le faire évoluer pour avoir la meilleure stratégie de prix. Et après, il va intervenir aussi sur tout ce qui est rétention, c'est-à-dire une fois qu'il y a un client, soit c'est du e-commerce, donc on va essayer de le réactiver la personne, soit c'est du logiciel par exemple ou un service, on va essayer de faire en sorte qu'elle reste abonnée. Et donc le gros, normalement, en théorie, il intervient sur toute la partie revenu. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça du growth, et il va utiliser des outils, utiliser des méthodes pour faire en sorte d'impacter soit l'acquisition, soit la monétisation, soit la rétention. Et tu dirais que ça s'applique à tout type de business, ou c'est quand même plus adapté à des business qui vendent du SaaS, des logiciels ou... Non, je pense que ça s'adapte à tous les types de business. La différence, c'est que c'est souvent les SaaS qui sont les plus matures parce qu'en fait, il y a tellement de financement qui a eu lieu qu'en fait, c'est un écosystème qui s'est créé avec beaucoup de compétences. Et ces compétences, pour l'instant, elles sont utilisées essentiellement par des startups, mais en réalité, elles peuvent largement bénéficier à des PME ou des ETI plus traditionnels. Moi, j'ai rencontré déjà des PME qui ils traitent même pas leurs leads, c'est-à-dire qu'ils ont des leads entrantes, ils les filtrent, ils savent même pas les scorer, c'est-à-dire dire qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui est pas intéressant. Donc ils les mettent, les sales disent de toute façon c'est nul, ils regardent d'un coup d'œil, ils prennent ce qu'ils ont envie. On sait même pas celles qui ont été prises. Ouais, t'as zéro suivi, c'est zéro suivi. Par contre, une question juste, Charles. Pour toi, toutes ces méthodes que tu es en train de citer, où tu as harcelé de mails, tu as harcelé de pubs, c'est pas mort en réalité. Moi, aujourd'hui, de faire du business de cette façon-là. PME qui ils traitent même pas leurs leads, c'est-à-dire qu'ils ont des leads entrantes, ils les filtrent, ils savent même pas les scorer, c'est-à-dire dire qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui est pas intéressant. Donc ils les mettent, les sales disent de toute façon c'est nul, ils regardent d'un coup d'œil, ils prennent ce qu'ils ont envie. On sait même pas celles qui ont été prises ou pas prises, continueront à fonctionner. Ce qui marche pas, ce qui marche de moins en moins, c'est le mauvais marketing. Mais si tu fais un bon marketing, ça fonctionne. Voilà, nous par exemple chez l'Empire, le parti pris ça a été de faire de la communication où on a investi beaucoup dans le contenu pour éduquer les gens à faire le métier de prospection bien. Donc il y a eu énormément d'investissements qui ont été faits. Donc on a des masterclass en ligne, on a des webinaires, des articles. Et en fait, on a vraiment une logique de comment on crée beaucoup de valeur pour l'utilisateur. Et en fait, ça, sur le long terme, ça fonctionne. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, ils ont de la confiance envers la marque parce qu'ils savent que c'est bien. Et donc, tu peux toujours être... La réponse à ta question, c'est que tu dois toujours être différent. Dans le marketing, il faut être différent. Et aujourd'hui, il faut être aussi différent. Donc, les gens qui font des choses génériques, quelles qu'elles soient, que ce soit dans la pub, dans ils sont noyés dans la masse. Ils sont noyés dans la masse. Toi, tu reçois un mail, ça fait 50 lignes, tu n'as pas envie de le lire. Okay, et quand on voit toute cette sophistication, qu'est-ce que ça veut dire du côté des équipes? Parce qu'avant, on avait un directeur commercial, il avait ses équipes commerciales qui vont sur le terrain ou qui vont, on va dire, aller chasser du client. Tu le disais, soit par réseau. Voilà. Ça s'est énormément sophistiqué, tu le disais, parce que les cycles sont très rapides. Voilà. C'est quoi les évolutions des équipes? Il y a quoi dans une équipe aujourd'hui, dans une boîte qui va vite, qui s'est structurée? C'est quoi les équipes?
Je vais juste te répondre. Donc, je fais juste une parenthèse que j'ai expliqué ce que c'était growth. Donc, le growth, c'est plutôt rattaché au marketing. Ça va plutôt intervenir, ce que j'ai dit, en acquisition, monétisation, rétention. Ouais. Je vais donner des exemples si vous voulez après. Et après, il y a tout un métier qui s'appelle les opérations, enfin, ce qui s'appelle Ops. Historiquement, c'était Sales Ops. Et là, le parallèle qu'on peut faire, c'est avec la partie ADV. C'est ce que je regardais souvent avant, c'est ce qui s'appelle administration des ventes. Historiquement, tu avais toujours un ou une secrétaire qui rentrait les bons de commande, faisait en sorte de donner accès aux utilisateurs, etc. Et suivait par exemple, aller nettoyer les fichiers de prospection des sales. En fait, ça, c'est juste que ça s'est beaucoup développé, l'ADV. Et maintenant, donc c'est plus du tout un métier qui est à ce niveau-là. Ce qu'on appelle Sales Operations, c'est globalement des métiers qui vont permettre aux commerciaux d'être plus efficaces. Donc, le commercial, au lieu d'avoir son téléphone et d'appeler un peu n'importe comment, il va avoir un CRM qui est très bien paramétré, où il a déjà tout qui est préparé, donc il peut avoir des fiches contacts où on lui dit bah voilà, ça c'est des gens qui sont intéressés, ça c'est des gens que tu dois contacter. Il suit ses métriques, il sait, il va suivre ses taux de conversion, il va savoir les deals qu'il a en cours, c'est-à-dire les opportunités avec qui il a commencé à parler. Et donc les sales operations, ça va être tout ce que les sales ne font pas, donc ce qui est autour de la vente, mais qui n'est pas fait par un commercial directement. Donc ça peut couvrir tout ce qui est paramétrage du CRM, la gestion des territoires pour que on sache que tel sales il est sur tel arrondissement de Paris, un autre sur un autre, qui se marche pas sur les pieds. Ça a été super etc. organisé. Exactement. C'est aider les sales à s'organiser. Les sales, si je fais une blague, sont pas toujours très organisés. Donc l'idée, c'est que c'est des profils plus ingénieurs organisés au service des équipes sales pour que les sales soient plus productifs. Et c'est ça qui fait la différence. Et du coup, c'est-à-dire qu'on a séparé les deux fonctions, on a créé une fonction additionnelle qui était peut-être pas très développée avec ces ops pour vraiment être en soutien et permettre d'être aux sales d'être beaucoup plus efficient. C'est exactement ça l'idée. Donc ça va aussi traiter, ça va aider à faire les plans de commission pour bien les calculer, pour pas qu'il y ait d'erreurs, etc. Enfin, tout ce qui est autour de la vente qui n'est pas directement de parler à un client, on le fait faire à des gens dont c'est le métier, donc c'est un peu du taylorisme, hein, pour qu'ils le fassent mieux. Et que le commercial soit plus concentré productif. sur ce qu'il fait, sur ce qu'est la vente. Pourquoi tu dis que c'est du taylorisme ? Bah parce que tu sépares les rôles, tu vois, donc au lieu de dire ton commercial il va faire un peu de CRM, un peu de trucs, un peu de bidouillage et en fait il va perdre du temps, bah globalement il va se focus sur ce qu'il sait faire, c'est-à-dire parler à des prospects, parler à des clients, c'est là où il apporte de la valeur. Donc tu sépares les tâches. Ouais. Et donc tu as des nouveaux métiers aussi qui émergent dans ce domaine-là. J'ai entendu parler du terme growth engineer. C'est encore... Alors ça c'est encore plus avancé. Growth engineer, c'est un peu comme un growth, mais qui va être presque comme un développeur. Parce qu'en fait, ce que tu peux faire, donc si vous voulez, je peux vous donner un exemple pour que ça parle à tout le monde. Un truc qu'on a fait, nous, il y a quelques jours, comme ça, et c'est un growth engineer qui l'a fait. En fait, ce qu'on fait, c'est on a une solution qu'on va mettre sur notre site web qui va identifier les IP qui visitent notre site. Et du coup, derrière, ce qu'il fait, c'est qu'il a créé un workflow avec un outil qui s'appelle N8N, qui est assez technique, où il va récupérer cette information, il va aller chercher des gens dans l'entreprise qui ont des positions, des job titles qui sont celles qui nous intéressent. Donc par exemple, nous on vend à des directeurs commerciaux, donc il va dire ok, Théodo a visité notre site, je vais chercher le directeur commercial de Théodo, éventuellement le sales manager, enfin on cherche plusieurs titres. Sur LinkedIn, tu vas trouver il va appeler des API d'outils qui vont lui donner des résultats. Il va après appeler d'autres API qui vont lui trouver les emails de ces personnes et les numéros de téléphone. Il va les mettre dans le CRM, il va l'attribuer à un sales. Et donc le sales, en fait, il a une liste dans laquelle il y a marqué les gens qui ont visité notre site et carrément le head of sales avec son numéro de téléphone, son email. Il n'a plus qu'à contacter la personne et il sait qu'il peut l'appeler en disant bah, j'ai vu que vous étiez allé sur notre site. Donc il n'a rien à faire le sales. En fait, tout est pré-mâché. Alors que le mec, il n'a même pas complété un formulaire. Potentiellement, après ça c'est à nous de... Non mais c'est génial. Non mais c'est génial, c'est-à-dire que tu as des fonctions finalement assez techniques qui viennent en support. Donc c'est beaucoup d'interconnexion, d'outils, de récupération d'informations pour optimiser le travail du sales. Quoi. Exactement. Et la frontière, après, même si on veut aller plus loin, avec la data, elle est fine, parce qu'on en parlait la dernière fois, tu me disais qu'il y avait des martes dans certaines de tes boîtes. Nous, on a aussi une fonction data, et c'est pareil, en fait, c'est-à-dire que globalement, aujourd'hui, ce qui était réservé à de l'ingénierie technique, de produits et tout, c'est des outils qui sont utilisés dans des équipes sales, dans des équipes revenus. Alors là, je parle de sales, mais tu pourrais aussi avoir la même chose sur de la gestion client. Nous, par exemple, on a ce qu'on appelle une CDP, c'est Customer Data Platform. Donc, on va avoir une sorte de base de données, ce qui est sur un BigQuery, donc qui est Google, qui est une base de données en gros cloud, dans laquelle, en fait, on a tous nos modèles qui sont autour de nos clients. Donc, on a des modèles autour de prospects, donc de visiteurs qui sont venus sur notre site. Ce que tu appelles un modèle ?
Un modèle, ça va être une table, comme un fichier Excel avec une table. Mais en gros, on a plein d'attributs. Donc, on sait que si on veut avoir tous les gens qui ont fait tel webinar, on a une table de tous les gens qui ont fait tel webinar. Et en fait, après, on peut avoir une table qui est combinée avec tous nos prospects et on peut leur donner des points en disant si tu as été à un webinar, je te donne 10 points. Si tu as visité notre site, je te donne 5 points, etc. En fait, donc ça va être un scoring de celui qui est motivé par vous. Tu peux faire un scoring dont on a la main. En fait, l'idée, c'est qui peut le plus, peut le moins. Donc, en fait, on stocke tout ce qu'on a, toute l'information qu'on a dans une data warehouse où on a énormément d'infos. Et après, il faut mettre de l'intelligence dessus pour créer des modèles de données, c'est-à-dire comme vraiment un fichier Excel. Et ça nous permet après de faire des actions qui sont beaucoup plus efficaces que si on n'a pas du tout cette information. C'est du Baudouin, c'est ce que fait Baudouin, ça. Ouais, c'est ce que travaille Baudouin. C'est-à-dire qu'en fait, c'est assez sophistiqué. C'est-à-dire que là où tu crées ce que tu dis, ton data lake ou ton data mart, tu récupères toutes les informations, quelles qu'elles soient, mais après, il faut les trier. Il faut savoir d'un point de vue business si ça a de l'intérêt ou pas. Et alors, qui est en charge de ça, en fait? C'est-à-dire que tu vas avoir les commerciaux d'un côté, ton gros ingénieur qui va récupérer cette information, puis derrière, tu as un data analyst, un data eng qui construit l'infra-data pour exactement, c'est toute la complexité, c'est qu'en fait, il y a des compétences, ceux qui ont certaines compétences n'ont pas d'autres. La vision business, parfois, elle est pas toujours à 100% chez les profils techniques. Donc, le but, c'est d'arriver à faire des... c'est de l'opérationnel, c'est-à-dire comment on fait parler les gens, comment on fait circuler l'information, comment on définit des priorités business. Là, par exemple, nous, c'était les visiteurs de sites ou les gens qui venaient de comparateurs de logiciels. Donc, on a aussi, pareil, on a des informations de gens qui se renseignent sur notre catégorie d'outils. Donc, c'est une bonne question. Ça, après, c'est de l'opérationnalisation. Il faut aligner les gens, les faire travailler ensemble et définir des priorités et savoir utiliser la donnée. Mais c'est vrai que ça reste le principal challenge. Ouais, en tout cas, donc, dans ce que tu dis, il y a un shift de métier qui est monstrueux avec le business développement classique, quoi. C'est un métier de trading, j'ai l'impression, quand je t'entends. Ça peut faire peur. En fait, ça fait peur, je pense, quand on ne connaît pas du tout. Mais en fait, c'est plutôt du bon sens. C'est de dire, en fait, globalement, on est dans un monde qui est de plus en plus technologique, avec de plus en plus d'outils à notre disposition. ChatGPT, vous en parliez avant, des bases de données que tu peux créer ton compte BigQuery en 5 minutes aujourd'hui. Globalement, ces outils, ils te permettent d'être beaucoup plus productif dans le monde réel. Si tu regardes, nous, en réalité, un commercial, il peut être 4 fois plus, 5 fois plus productif qu'un commercial qui est aveugle parce qu'il ne sait pas par où commencer, où aller dans le monde. Le marché, il est hyper vaste. Qu'est-ce que je fais demain? S'il est juste comme ça au hasard, ça ne fonctionne pas. Et est-ce qu'on peut reprendre un peu le process classique, on va dire avant-vente, vente et support client? Si tu reprends chacune de ces fonctions, comme ça, les entrepreneurs qui ont des équipes commerciales qui disent attends, moi je vais pas commencer à monter un data mart, récupérer. Et si on prend les étapes avant-vente, qu'est-ce qu'on fait pour optimiser l'avant-vente, préparer les équipes commerciales? Donc j'ai mes équipes commerciales, je sais que je dois vendre le produit, qu'est-ce que je peux faire pour préparer ça? Je vais prendre l'exemple, le meilleur exemple, c'est je vais prendre Skello. Donc Skello, c'est un logiciel de planification à destination des restaurants, pour simplifier. Donc en fait, ça permet à des restaurateurs de faire leur shift, donc c'est-à-dire de savoir de 9h à 12h qui travaillent, de 14h à 17h qui travaillent, etc. Donc Skello, on vend ce logiciel, c'est une licence, ça coûte à peu près 100 à 200 euros par mois par point de vente. Donc tu as ce logiciel et tu veux le vendre. Tu as 100 commerciaux, par exemple. Moi, il y avait 100 commerciaux, une centaine de commerciaux. Donc comment tu fais? La question, c'est est-ce que tu dis à tes commerciaux, allez-y les mecs, débrouillez-vous. Ils vont faire quoi? Ils vont aller sur Google Maps, ils vont appeler les mêmes mecs. Le gars va dire, tu m'as déjà appelé il y a 5 minutes. Et en fait, un autre va dire, mais je suis déjà client. Tu vois, donc en fait, ça va être le bordel. Donc tu peux pas faire ça. Donc qu'est-ce que tu fais? Donc comment on l'organisait pour être super clair? Dans cet exemple, il y a plein de façons de faire. Je vous donne un exemple, mais il n'y en a pas qu'un. Nous, par exemple, sur le marché français, on prenait la base Sirène. La base Sirène, c'est une base légale. Ouais. Tous les codes NAF, tous les SIRET. Donc, un SIRET, c'est un établissement. Donc, tu as chaque établissement physique et chaque entreprise a une ligne dans la base SIRET. Ouais, okay. Il y a un numéro d'identification unique. Exactement. Okay. Donc, on prenait les SIRET. Déjà, tu peux compter le nombre d'établissements, donc de SIRET par sirène. Parce qu'une entreprise, elle peut avoir plusieurs établissements. Donc déjà, tu peux facilement savoir qui a plusieurs établissements ou qui en a qu'un. Donc pour nous, c'était important parce que les restaurants qui ont 10 établissements, tu les travailles pas de la même façon qu'un restaurant qui en a qu'un. Donc ça, c'est le premier truc que tu peux faire assez facilement. Donc c'est une requête SQL. Après, donc ce qu'on faisait à partir de ça, c'est qu'on filtrait sur les codes NAF qui nous intéressaient. Donc par exemple, restauration traditionnelle.
Donc ça, c'est un code nav, je sais plus lequel. Donc on prenait cela, on disait ça, c'est de la restauration traditionnelle, c'est la maille la plus fine. T'enlèves le gars qui fait du BTP, tout ce qui t'intéresse pas, et tu prends. Ok. Donc tu te dis, je vais faire je vais faire une équipe sales qui va faire que de la restauration parce que comme ça, il a un discours super rodé, il connaît les gens il a déjà vendu à d'autres gens. Après, tu sais aussi l'établissement où il est physiquement. Donc tu vas aussi dire, toi, t'es sales dans la restauration, dans le Var. Voilà, parce qu'en fait, comme ça, déjà, tu commences à saucissonner et donc tu commences à avoir un fichier que tu vas décomposer où tu vas dire, on va mettre 20 sales, 20 commerciaux sur la restauration et on va en mettre un par région et donc on a déjà on va saucissonner la base. Une fois qu'on a la base, ce qu'on faisait, donc ça, c'était les grosses engineers ou les grosses marketeurs, si vous voulez. À partir de cette base, ils allaient utiliser des programmes, donc des programmes qui font des liens, enfin tu peux même le faire à la main, mais c'est plus simple de l'automatiser, qui vont permettre automatiquement sur chaque ligne de la base sirène, donc on mettait la base sirène dans un data warehouse, donc dans BigQuery, mais tu peux le faire sur un Excel, c'est la même chose. Et globalement, on automatise pour aller dire à Société, on allait interroger Société Info, qui nous disait qui est le dirigeant. Donc sur chaque entreprise, tu fais un lien. Donc là, tu récupères la base des dirigeants et tu fais le lien entre l'établissement et le dirigeant. Okay. Donc là, tu as le nom du dirigeant. Après, tu as besoin du numéro de téléphone. Donc là, on a appelé un autre service qui s'appelle, en l'occurrence, c'était Drop Contact, qui permet d'avoir les emails et les numéros de téléphone. Et Drop Contact nous redonnait le numéro de téléphone. Donc tu te retrouves avec une base de données où tu as consolidé, où tu connais tous les établissements. Tu sais où ils sont géographiquement, tu sais quelle activité ils font, quel est le nom du dirigeant et le numéro de téléphone. Tu sais aussi depuis quand ils sont ouverts, si tu as besoin, etc. Et ça, après, on l'attribuait. Donc tout ça, c'est du gross. C'est-à-dire gros engineer si on veut vraiment automatiser, grosse marketer si on veut juste le faire simplement. Et après, il y a la question de à qui tu donnes quoi. Donc ça peut être du gros, par exemple, de dire ce sales-là, il est très bon dans, j'ai analysé ses chiffres, il est très bon dans la restauration, donc je vais lui donner plutôt cela, etc. Et donc on attribue les leads, donc on les met dans le CRM. Ça, c'est plutôt les opérations. Donc l'Ops, il va dans le CRM importer les leads et il va dire chaque lundi, chaque sales a 200 leads. Donc tous les lundis matins, les commerciaux, ils arrivent au bureau, ils ont 200 leads qui sont prêtes et ils doivent les travailler pendant la semaine. S'ils ont fini de les travailler, par exemple, il y a des règles. Si tu as fini de les travailler, on vérifie que tu les as bien travaillés, que tu les as bien appelés 5 fois, etc. Et on t'ordonne. Donc ça, c'est aussi les opérations qui font ça. On va aussi retravailler des leads. Donc les opérations, ils vont dire, tiens, ce lead-là, on l'a déjà donné à un sales il y a 6 mois. Ça n'avait pas marché, donc on va le redonner à un autre sales. Et donc ça, c'est les opérations, c'est le rôle d'Ops qui va faire toute cette logique CRM. Je redonne des leads, je donne un peu des leads anciennes, un peu des leads nouvelles pour maximiser l'efficacité commerciale. C'est clair ou pas? Oui, très clair. Ok. Et du coup, tes sales, en fait, ils ont juste ils ont tout est préparé. Quoi, donc là, tu es vraiment dans l'avant-vente. Et dans l'avant-vente, tu peux aussi avoir des gens qui t'appellent, donc l'inbound. Tu peux aller, toi, constituer la outbound. Tu constitues ta base, comme on vient de le voir. Et là-dedans, il y a une certaine ingénierie pour scorer les leads, pour arriver à se dire tiens, celui-là il est mieux que là. Les commerciaux, plutôt que de commencer partout, commence celui dans ta région qui a le plus d'établissements. Exactement. Alors on scorait pas les leads, nous on scorait pas les leads en notre bande, mais ce que tu peux faire, il y a plein d'entreprises qui le font. Tu peux très bien dire les leads très quali, par exemple. Souvent ce que font les entreprises, c'est ils vont avoir des équipes enterprise, donc pour des grands comptes, et des équipes par exemple mid-market pour des PME, et ils vont avoir des commerciaux qui sont enterprise ou mid-market, et donc ça ils vont scorer. Ou tu peux avoir, mais sur l'autre bande, tu fais pas beaucoup de scoring parce que le but c'est que tu appelles tout le monde de la même façon. Okay. Tu peux le faire. Tu t'es constitué ta base et après tu tapes dedans. Mais au fur et à mesure, tu vois bien ce qui marche et ce qui marche pas. Donc, alors, il y a un truc que j'ai pas précisé quand même, c'est que tu peux aussi faire de l'outbound sur des leads qui n'ont pas fait de demande de démo, qui sont juste des leads que tu as vu sur des salons, qui ont téléchargé des ressources. Donc ce que font beaucoup d'équipes marketing, c'est qu'elles vont au fil de l'eau scorer. Donc il y a des événements, par exemple, toi tu crées des ressources. Donc par exemple, je sais pas si tu travailles sur de la cybersécurité, tu fais le e-book de la cybersécurité en 2024. Là, les mecs, quand ils veulent le télécharger, ils laissent leur email. Et à chaque fois que quelqu'un a laissé son email, tu vas lui donner 10 points. Si en plus le mec il vient sur ton site de la même compagnie, tu vas lui redonner 10 points. Et quand il atteint 20 points... C'est quoi le score maximum chez vous, par exemple? Nous, c'est 100. Mais tu vois, je parlais avec une entreprise, c'est 30. En fait, peu importe. Et tu arrives des fois des mecs qui ont 100? Oui, ça arrive. Parce que par exemple, nous, quelqu'un qui demande une démo de l'outil, on lui donne 100 direct. Tu sais qu'il est chaud. Quoi. Voilà, exactement. Donc souvent, ce que tu peux faire, c'est que l'inbound et l'outbound, c'est assez poreux en réalité. C'est-à-dire que tu peux faire de l'outbound sur des leads que tu connais déjà, que tu as déjà touché par différents moyens, et augmenter leur score. Et du coup, en fonction du score, tu les donnes soit à des commerciaux qui sont meilleurs, soit à des commerciaux qui... Ça, c'est ta stratégie commerciale que tu décides. Et après, sur l'inbound, il y a d'autres logiques. C'est-à-dire que pour générer donc du lead entrant, tu vas faire des campagnes, par exemple, de pub, tu
vas faire du SEO et tu vas savoir que tel lead entrant, il vient d'une campagne de pub qui dit ce message-là. Donc, il est plutôt intéressé, par exemple, par la badgeuse. Nous, on avait une badgeuse chez Skello. On sait que lui, il vient d'une campagne badgeuse. On va l'attribuer plutôt à tel commercial parce que on va donner tel score parce qu'on sait que c'est plus intéressant. Et donc, on fait aussi beaucoup de scoring en inbound. Et en inbound, tout l'art, c'est de savoir à quel point tu traites, parce que l'humain a un coût. C'est-à-dire qu'en fait, si tu passes beaucoup de temps sur une lead, c'est du coût humain que tu as dépensé. Donc la question, c'est où est-ce que tu mets le curseur ? Est-ce que tu mets beaucoup d'humains ou peu d'humains sur une lead en fonction du potentiel que tu imagines qu'elle a pour toi ? Et ce potentiel, il dépend de combien tu penses que ça peut te rapporter et ton espérance de gain, qui est un peu une multiplication entre combien quelle est la chance que la personne devienne cliente fois combien il peut te rapporter au cours de sa vie, quoi. D'accord. Une espérance de gain mathématique, quoi. Donc, tu as toutes les équipes qui ont préparé ça en avant-vente. Donc là, vraiment, toute la partie ingénierie, tuyauterie, si chez Mathis. Préparation. Du plan d'action. Voilà. Le directeur commercial, lui, il affecte. Il dit, bon, attendez, moi, j'ai mes équipes, je les ai réparties par zone, etc. Qu'est-ce qu'on fait encore pour optimiser la partie vente ? Ouais, après il y a beaucoup de feedback loop, c'est-à-dire que quand je dis feedback, c'est-à-dire en fait il y a beaucoup de discussions entre ops, grosses, sales. Par exemple, Dirko, il peut te dire là on a un problème, la matière que tu nous as donnée, enfin les leads que tu nous as donnés, parce que c'était comme ça qu'on appelait ça chez Skello pour rigoler, mais les leads que tu nous donnes en ce moment, elles sont pas bonnes, regarde les taux de conversion, ils baissent, on arrive à joindre personne, là il y a un problème. Donc il y a beaucoup d'échanges au quotidien, d'itérations, qui permettent soit d'identifier en fait juste un bug dans la matrice, dans le truc, soit d'anticiper. Un exemple, par exemple, sur un sujet comme ça, tu peux être quoi un bug ? Genre en fait ils se sont trompés d'une ligne, il y a eu un bug et en fait les numéros de téléphone sont pas pour les bons établissements parce qu'il y a eu un décalage d'une ligne, donc t'appelles, tu dis Madame truc, en fait il pas du tout, tu vois, donc là t'as l'air moins malin. Enfin, il peut y avoir 1 million de raisons. Mais tu as aussi des choses de plus planification, de dire là en fait il nous manque, on n'a plus assez de leads sur telle industrie, donc il faut prévoir comment on en a des nouvelles pour dans 3 mois, parce que dans 3 mois on sait qu'on va être à sec, tu peux avoir plein de choses. On a l'impression aussi que dans le process de vente, là aussi ça s'est beaucoup sophistiqué, parce que à partir du CRM dans lequel tu as mis tous tes prospects, tu as vraiment des étapes qui sont très claires. Alors celui qui a passé le rendez-vous 1, celui qui a passé le rendez-vous 2, je lui fais la démo, et puis si le gars il est pas bon au rendez-vous 2, tiens il faut lui faire une formation parce que ça veut dire voilà, puis après il faut aller à la signature. On avait eu quand Geoffroy de Becdelièvre chez Marco Vasco qui nous avait dit il avait développé ça pour savoir convertir. Il disait les gens en fait ils sont bons, ils accrochent et tout, mais à la fin ils savent pas aller au bout. Ouais. Et on a l'impression que c'est beaucoup sophistiqué. Peut-être que tu peux nous en parler. Ouais. Alors le process de vente, c'est globalement c'est l'idée de se dire que on va créer un process qui doit être respecté dans une vente et que ce process on va le mettre dans le CRM pour pouvoir suivre les étapes. Ça a 2 vertus. La première vertu, c'est de standardiser pour ne rien oublier. Je suis commercial, j'avance dans un deal. Évidemment, si je suis très bon, très senior, je ne ferai pas l'erreur, mais si je suis un débutant ou que j'ai mal été formé, je vais oublier des aspects de la qualification. Donc, par exemple, ce qu'on appelle qualification en vente, c'est savoir est-ce que tu parles à la bonne personne. Donc, je vais passer beaucoup de temps avec quelqu'un. Par exemple, je vais faire 3-4 meetings, je vais lui montrer la solution. En fait, la personne, elle n'est pas décisionnaire, elle n'a pas de budget. Et en fait, elle n'est même pas écoutée dans la boîte. Ça, je l'aurais pu l'identifier au tout début. Donc, la première vertu du process de vente, c'est de ne pas oublier quelque chose. C'est comme une sorte de checklist des trucs que tu dois faire. Donc, tu dis, par exemple, donc souvent, on parle de méthodes de vente. Donc, tu as des trucs qui viennent souvent des US, par exemple, comme Spiced, comme Medic, chaque lettre, en fait, du mot dit quelque chose. Par exemple, alors, le plus connu, c'est le BANT. Donc, B-A-N-T. B, c'est budget. A, c'est autorité. N, c'est need. Et T, c'est timeline. Là, tu regardes ça, quoi. Exactement. Donc, par exemple, un truc très simple, c'est de dire dans ton CRM, à chaque fois qu'il y a une opportunité créée, un deal qui est créé, donc que je suis en train de parler à quelqu'un, l'étape 1, c'est de remplir le BANT. C'est-à-dire, je lui parle au téléphone, je fais un call de discovery, donc je vais découvrir ses besoins et je vais remplir le budget. Donc, est-ce que la personne, combien ils sont prêts à dépenser, qui décide du budget, etc. L'autorité, c'est-à-dire, c'est quoi le process pour valider, pour savoir qu'on va pouvoir, in fine, avoir un bon de commande signé. Est-ce que je dois parler au legal? Est-ce que ça doit passer par le CEO, etc. Le need, c'est creuser le besoin. C'est qu'est-ce qu'ils ont besoin, c'est quelle fonctionnalité, c'est quoi leur problématique métier, quel problème ils cherchent à résoudre. Et la timeline, c'est combien de temps ils ont. Si c'est dans 2 ans, ça m'intéresse peut-être moins que si c'est dans 1 mois. Ouais, et là, tu n'oublies rien quand tu es passé là-dessus. Exactement. Donc, la première raison d'avoir un process commercial et de le documenter dans le CRM, c'est vraiment de rien oublier. C'est une sorte de sanité pour les équipes commerciales pour que standardiser, c'est-à-dire que n'importe quel sales, même un nouveau, il sache qu'il faut bien avoir rempli tout ça, il faut bien avoir fait tout ça et il ne va pas passer du temps sur un deal qui n'aboutira pas. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est plutôt pour d'analyse de la performance.
et des métriques et aussi du forecast. Donc, je vais expliquer. Analyser la performance, c'est diagnostiquer une mauvaise performance, savoir d'où ça vient, ou même si c'est pas une mauvaise performance, juste trouver des gains, des pistes d'amélioration. Quelqu'un qui va, par exemple, si on dit qu'on a un process de vente en 3 étapes, j'ai un premier rendez-vous où je découvre les besoins, un deuxième rendez-vous où je présente la solution, un troisième rendez-vous où je fais une proposition commerciale, et après tu peux analyser. Ouais, tu décortiques à chaque fois. Tu décortiques et tu peux analyser. Jean-Claude, il a tant de taux de conversion entre l'étape 1 et l'étape 2, entre l'étape 2 et l'étape 3. Donc, tu sais que quand il rentre 100 personnes, il en fait passer 50 à l'étape 2. Tu vois ton churn quasiment et tu vois où ça merde. Tu vois où ça merde. Et du coup, tu vois que en fait, Jean-Marc, peut-être qu'il est en dessous de tout le monde sur l'étape 1 parce qu'il qualifie pas bien et qu'il sait pas bien lever les lièvres. Il sait pas bien comprendre les besoins. Et donc, Jean-Marc, tu vas le former sur la discovery, sur comment on pose des bonnes questions, etc. Par contre, si tu vois quelqu'un qui est moins bon sur la fin, entre la partie j'ai fait la démo et j'ai présenté mon offre et j'ai gagné le deal, tu sais que lui, il a un problème de comment on présente le prix, comment on vend la valeur, comment on gère les objections éventuellement. Et donc, tu vas le former sur d'autres choses. Donc, c'est ça l'intérêt, c'est de pouvoir identifier plus facilement où tu peux former les gens. Et aussi, ça a un intérêt pour prévoir le futur. C'est-à-dire que si tu sais que tu as beaucoup d'opportunités vers la fin et que tu connais le temps moyen pour passer d'une étape à une autre, tu sais si globalement, tu peux un peu prédire ton revenu futur, ce que tu vas vendre dans les prochains mois. C'est une démarche hyper scientifique. Et tout ça, c'est l'intérêt, c'est d'avoir bien calé tout ça dans le CRM. C'est-à-dire que finalement, le CRM te permet d'avoir toutes les étapes les unes à la suite des autres et de checker et de mesurer tout ça. Exactement. Pour le faire très simple, c'est en fait de se dire, par exemple, donc je prends un CRM comme HubSpot, donc il y a un truc qui s'appelle des deals dans HubSpot, donc des transactions, je pense en français. Donc je vais définir que j'ai des étapes dans ma transaction. J'ai l'étape 1, c'est call d'introduction, étape 2, démonstration, étape 3, présentation de l'offre, étape 4, gagner. Chaque commercial va devoir remplir des informations à chaque étape. Et à la fin, je suis capable de visualiser en temps réel combien j'ai de prospects à chaque étape, avec quelle valeur, parce que j'ai des prospects plus ou moins gros, donc je peux regarder aussi la valeur de mon pipe, ce qu'on appelle le pipe, à un instant T. Je peux voir les taux de conversion d'une étape à l'autre, d'un prospect à l'autre, etc. Donc, quand je veux avoir une démarche plus scientifique de la vente, ça permet de le faire. Et juste, par contre, est-ce que c'est pas le biais de ça, c'est pas justement de mettre le client dans des cases, alors que le client il veut acheter, par exemple, il dit je veux acheter, et que ton commercial il suive un process un peu juste bête. Tu vois, ce client t'appelle bonjour, je veux acheter. Attendez, je vais vous faire une démo. Attendez, je vais vous faire un rendez-vous, tu vois. Ouais, c'est un excellent point. Ça, je pense que c'est là où tu mets en place quelque chose. Après, il faut être flexible. Le but, c'est que un peu d'intuition dans ce que tu dis. Justement, si tu processes, comment tu gères cette tension entre trop processer pour avoir des chiffres et forecaster versus avoir quelqu'un qui, c'est du lean management. T'as un talent de. Mais justement, c'est pour ça que j'y viens, c'est que comment tu fais en sorte que l'initiative elle existe et qu'un très bon vendeur qui arrive à vendre sans passer par aucune étape du process, il y arrive. Ouais, c'est une bonne question. C'est à chaque entreprise de décider. Tu vois, est-ce qu'elle veut avoir un prisme très processé ou un prisme plus de liberté. Je pense que ça dépend beaucoup de la taille de tes équipes, etc. Et du produit que tu vends. Du produit que tu vends. Si tu vends un logiciel de notes de frais, tu es peut-être dans du process. Si tu vends du Théodo, il faudra de l'agilité. Si tu vends des très gros paniers moyens et que tes commerciaux, ils ont 15 ans de bouteilles tous, tu as peut-être un peu moins besoin d'avoir un process très rodé. Mais après, moi, ce que je recommande, c'est toujours d'avoir un cadre et d'être souple par rapport au cadre et de privilégier l'intelligence. Et donc, je pense que ça revient pas mal au lean, mais je pense que ça reste de toute façon des bonnes pratiques. Oui, et puis surtout, ce qu'on voit quand même, c'est que tu peux avoir des très bonnes équipes de commerciaux. Ça, c'est oui, il y a des commerciaux qui ont de la bouteille, qui ont vraiment l'expérience, c'est ça. Mais quand même, dans toute cette sophistication de récupérer la donnée, de toute façon, ça t'aide beaucoup. C'est-à-dire que quel que soit ton commercial, s'il perd du temps à aller chercher des numéros de téléphone, je suis convaincu. C'est plus sur le process une fois que c'est plus le process de vente, client rentre et que un commercial dise pas en fait mon but c'est de faire passer le process du client alors que le but c'est de vendre. Non mais t'as des boîtes qui te demandent de remplir à chaque étape 50 champs dans le CRM et c'est un enfer. Mais par contre en réalité même un sales qui a 30 ans de métier, il peut oublier des choses. Et en fait juste de prendre 15 minutes après son meeting sur un deal d'1 million pour renoter les trucs, s'assurer qu'il n'a pas oublié. Honnêtement, une fois sur deux, il a oublié quelque chose, même s'il a 30 ans de métier. Parce que tu peux pas penser à tout. Peut-être rapidement la dernière partie, puisque du coup, on a fait l'avant-vente, la vente, et puis juste vraiment après le support client. Ouais, support client, customer success, etc. Voilà, donc si je reprends Skello, les vendeurs, ils appellent, ils envoient des emails, etc. Ils prennent des rendez-vous, ils montrent le produit, après ils envoient des devis, c'est signé.
Après, du coup, la partie après-vente, donc ça, c'est pareil, ça va être très variable. Nous, on avait des équipes d'onboarding, donc c'est-à-dire qu'on avait, pendant une période de temps de à peu près 2 mois, on s'occupait particulièrement des clients parce qu'en fait, il fallait qu'ils prennent en main l'outil. Donc, tu dis t'as pu? Non, je suis plus chez Skello. Ah oui, d'accord. C'était, mais globalement, c'est un exemple, en fait. Qui toujours se voit souvent, en fait. Toujours. Alors, ça se voit assez souvent, surtout dans des produits techniques. Là, c'était en plus à destination de restaurateurs, donc pas forcément très à l'aise avec la technologie tout le temps. Et l'idée, c'est de créer de l'adoption. Parce que quand tu vends du logiciel, tu as besoin d'avoir une récurrence d'usage et d'impact. Et donc, il faut absolument bien former tes clients. Et du coup, nous, pendant 2 mois, il y avait un interlocuteur dédié qui te formait, qui te faisait en sorte que tu utilisais bien le produit. Et après, tu avais un account manager, si tu veux, en quelque sorte, qui est ton interlocuteur commercial, avec qui tu vas parler, qui va te présenter les nouveautés, avec qui tu vas parler. Voilà. Et alors ça, c'est un super point. C'est vrai que depuis quelques dizaines d'années, on va dire, l'essor du software, il y a eu beaucoup de divisions entre la vente, ce qu'on appelle, je pense, la chasse et l'élevage. Donc, ce qu'on appelle en français chasse et élevage, c'est-à-dire de séparer les rôles des gens qui vendent, des gens qui après s'occupent des comptes. Des Jean-Claude Convenant, pour ceux qui connaissent. Des Jean-Claude Convenant, voilà, exactement. Caméra café. C'est ça. Non. Ouais, bravo. Ouais. Et donc l'idée, c'est pourquoi ça? C'est parce qu'en fait, le problème qui avait été identifié et qui est résolu par ça, c'est qu'un très bon commercial, il vend beaucoup. Et donc, plus le temps passe, plus il doit gérer beaucoup de comptes. Et donc, il passe à la fin beaucoup de temps à s'occuper des clients existants et plus à trouver des nouveaux clients. Du coup, si quelqu'un est fort sur la partie chasse et conversion de clients, tu as plutôt envie de l'utiliser là-dessus et d'avoir des gens qui ont d'autres compétences de relationnel, de maintien de la relation sur la partie après. Ça permet de spécialiser et aussi de faire en sorte que ce soit plus efficient. Donc ça, après, on aime, on n'aime pas. Ça dépend des entreprises. C'est pas forcément la bonne solution. Il y a même des boîtes qui vont plus loin parce qu'il y a des gens qui parfois décomposent le rôle de commercial entre ce qu'on appelle des SDR en anglais, donc Sales Development Representative, qui sont des personnes qui vont faire que de la prospection. Donc parfois, il y a des boîtes qui ont ça, ou que de la qualification sur des gens qui font une demande sur un site, très en amont. Et une fois que ça a été qualifié ou que tu as un intérêt, c'est le commercial qui s'en occupe. Donc en fait, tu as le SDR qui globalement qualifie, souvent des profils plutôt juniors, et une fois que c'est qualifié, le sales s'en occupe. Ça, c'est encore une fois dans la logique de se dire, un bon sales, ça coûte super cher, c'est dur, c'est une ressource rare, alors que qualifier, c'est poser des questions, c'est un peu plus accessible si tu as bien formé la personne. Et ça doit marcher quand tu as du volume, ça. Et ça marche. Et alors, du coup, tu as SDR, Sales, et puis derrière Customer Success, mais tu peux avoir deux façons de le faire, avec une façon aussi plus account manager. Comment c'est géré ça, cette dernière partie? Ouais, donc il y a des boîtes qui ont de l'onboarding, donc qui vont avoir ça, c'est pas obligatoire. Après, tu peux avoir juste du Customer Success, c'est-à-dire qu'il va faire l'onboarding. L'onboarding, c'est soit une fonction à part, soit une partie du rôle du Customer Success. Et après, tu as l'account management qui est de gérer la relation. Et souvent, la frontière, elle est fine entre account management et customer success. En réalité, normalement, la différence, c'est que l'account manager, c'est un commercial, c'est-à-dire que c'est lui qui gère la relation commerciale, donc il va faire les renouvellements, les contrats, les nouvelles, essayer de vendre à une autre entité du groupe, etc., vendre les nouvelles fonctionnalités. Et le CSM, il a plus un rôle, normalement, d'expert produit, qui est censé aider le client à bien utiliser le produit. Genius Bar, un peu d'Apple. Voilà, le gentil. C'est un peu le good cop, bad cop, tu vois. Le CSM, il est là pour faire en sorte que le client il soit content avec le produit. Et l'AM, c'est plutôt lui qui va en faire en sorte qu'on monétise au maximum. Donc voilà. Et après, tu as les fonctions, ce qu'on appelle le support ou customer care en anglais, qui est plutôt en général réactif. Par exemple, tu as un logiciel, souvent tu as besoin t'as un problème, tu as un bug, quelque chose comme ça, et ben tu vas appeler quelqu'un, et souvent c'est pas ton customer success manager ou ton account manager, c'est plutôt quelqu'un de technique qui est au support, et là souvent tu peux avoir support niveau 1, niveau 2, niveau 3, plus c'est technique. Ouais, tu as 3 interlocuteurs, donc c'est un peu le... Tu as plus d'interlocuteurs. Pour le client, si tu passes plainte du client... C'est une plainte qui est fréquemment... C'est trade-off. Ouais. Mais ce que tu as souvent quand tu contractualises avec des grands groupes américains, Salesforce, tu as beaucoup d'interlocuteurs. C'est l'horreur. Enfin, moi, quand j'ai rendu un process d'achat Salesforce, j'en pouvais plus, quoi. Ouais, parce qu'après, tu as l'expert produit aussi. C'est horrible. Tu as 5 interlocuteurs. Ouais, il y a des inconvénients et des avantages. Ouais, c'est le trade-off du... Ouais.
Ça dépend de pas mal de paramètres, notamment de à quel point tu veux que ton organisation elle scale aussi et elle grossisse vite. Mais il y a pas forcément de recette magique, il y a rien qui est mieux, ça dépend de beaucoup de choses en fait. Non, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a un niveau de sophistication qui est quand même très important et dans chacun des sous-segments, tu vois, finalement chaque partie est devenue un peu experte, quoi. Ouais, ce qui est sûr, c'est que de manière générale, il y a de plus en plus de spécialisation sur chacun des domaines. C'est comme un saucisson qu'on coupe et sur chaque tranche, on essaie d'améliorer au maximum le truc. Apporte bien cette image à Juju. Il en mange beaucoup, comme tu peux le voir. Fait saucisson. À cette heure-ci, Il est mon trop cerveau, il a vas-y. explosé. Ça me fait penser à l'apéro de derrière, ça, vas-y. Non, mais c'est incroyable parce qu'on peut passer 3 heures à décortiquer un geste commercial qui, en fait, il y a quelques années, était beaucoup moins détaillé, observé, dataisé. Ouais. Et ça, c'est vrai que tout ça, ça évolue aussi avec la stack outil. Hein. Tu en as parlé, il y a toutes les stack outils qui se sont développés, Salesforce, HubSpot, etc. Et je pense que vous en parliez tout à l'heure avec Benjamin, mais je pense que c'est pareil qu'avec la data, faut pas tomber dans le paralysis by analysis. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux vite tomber dans l'amour du truc compliqué. Parfois, un truc simple, tu vois, ça fonctionne très très bien. Donc, nous, on a souvent ça au marketing. On essaie de faire le bon marketing. C'est du marketing qui transmet une émotion, qui apprend des choses aux gens. Et ça sert à rien d'aller regarder le retour sur investissement de chaque micro-truc, etc. T'as le branding qui vient au-dessus aussi. Voilà, mais du coup, c'est vrai qu'il peut y avoir un peu cette tendance de... La fièvre de ouais. tout mesurer au micro-truc. De trop vouloir en faire. Voilà, donc c'est bien que tu le dises en fin de podcast, parce que comme tu as beaucoup détaillé énormément de choses. Il y a beaucoup de possibilités. Ouais. Après, le truc, c'est de piocher dans ces possibilités, d'essayer de trouver qu'est-ce qui a vraiment de la valeur pour le business. Et c'est un arbitrage entre le temps que ça prend. Après, tout doit être maintenu. C'est-à-dire, quand tu construis quelque chose, il faut le maintenir. Donc, tu as le coût de maintenance, tu as le coût de construction par rapport à qu'est-ce que ça te ramène. Et tu as beaucoup de choses qui sont là et qui font plaisir. C'est-à-dire que le growth, ça a été beaucoup connu parce que des mecs disaient on a fait ça, c'est incroyable, c'est un hack. En fait, le résultat sur le business, 0 ou quasiment 0. Donc, il y a beaucoup de trucs shiny qui font briller et qui font un peu des paillettes. C'est de la poudre aux yeux. Je pense qu'il faut rester pragmatique et c'est pas toujours facile de trouver. Ouais, parce que trouver le hack, tu vois, dans Hacker, personne ne le trouve à part un ou deux malins de temps en temps. Ça me faisait penser à celui qui a monté Time for the Planet, là où tu voyais leur je suis devenu associé. Ouais. Ça, c'en était un. Il y a plein de hacks, mais il y en a qui marchent pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, tu as l'impression que c'est incroyable, mais en fait, quand tu regardes quel revenu ça a rapporté, c'est 0. C'est histoire d'autres mailles, quoi. Et à l'inverse, quand tu as tout le monde qui va chercher, chacun le commercial qui va chercher sur Google son truc et tout, avoir monté, tu vois, toute cette stack technique, etc., ça te fait quand même gagner un temps de malade. Donc, c'est pour ça que voilà, faut revenir aux problèmes que tu veux résoudre, faut avoir une approche pragmatique. Il y a une palette de choses qui peuvent être faites, qui sont bien, pas toujours bien calibrées, mais faut savoir choisir intelligemment. Cool. Tu conclus, Juju? Oui. Ouais, pour conclure, attendez, parce que là, je suis un peu perdu. C'est les livres. Ouais, donc on oublie la partie perso. C'est ça. Comment il progresse? Non, si, je veux savoir comment il progresse. Comment tu progresses, comment tu détoxes? Il me met des coups de pied en dessous de la table, là. J'ai été matrixé par Benjamin qui a fait une très bonne réponse. Je pense qu'on progresse beaucoup en travaillant. Moi, je suis assez aligné avec ça. Je progresse beaucoup en mettant les mains dedans. Moi, je supporterais pas. J'aime bien être dans des petites boîtes parce que j'aime bien aussi faire pour voir en fait concrètement c'est quoi le. Donc moi, je mets beaucoup les mains dans les trucs assez différents. Et je pense que j'ai pas mal l'approche d'être capable de créer du vide à certains moments parce que je pense que c'est bien d'être super busy à certains moments et totalement de créer du vide. Donc je progresse, je pense, en ayant un mix de gros tunnels de travail et des moments où j'essaie de vraiment, je vais marcher ou où je me prends une pause et en fait c'est là où la créativité elle vient, où tu reprends plus de perspective. Tu déconnectes. Exactement, tu déconnectes. Donc en vrai, je pense que c'est ça et beaucoup de passion dans ce que je fais, c'est-à-dire de toujours vouloir progresser, devenir meilleur et cultiver, je pense, vraiment une notion de feedback qu'on essaie d'avoir vachement dans la boîte où n'importe qui peut faire un feedback à n'importe qui. Ça, c'est hyper utile parce qu'en fait, parfois, tu as des feedbacks qui viennent de gens qui ont très peu d'expérience et en fait, tu dis, ah ouais, c'est assez vrai. Donc, je pense qu'être capable de recevoir le feedback, de pas avoir un melon, c'est vraiment important. Et est-ce que tu lis des livres? Est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes alors dans ton métier ou pas d'ailleurs? Ouais, moi j'avoue que je lis des livres un peu chiants, donc j'aime beaucoup les livres de business, tu vois, américains. C'est bien, c'est pas chiant, ils sont bien écrits. C'est ouais, du storytelling. Donc là, le livre que j'ai en ce moment qui est pas mal, c'est Insanely Simple.
Je crois que c'est sur Steve Jobs, qui est vachement intéressant sur à quel point il a simplifié, il a rendu la boîte simple. Donc quand il est revenu, par exemple, il a simplifié les lignes de produits. Dell, ils ont 100 ordinateurs, lui, il y avait 4 modèles. Ouais, la Tesla, quoi. Ouais, exactement. Mais c'est vraiment super utile, je trouve, à quel point tu peux appliquer la simplicité dans beaucoup d'aspects du business. Et voilà, donc ça c'est un très bon bouquin que je lis en ce moment. Ok, très bien. Et est-ce qu'il y a un invité que tu peux nous recommander pour ce micro, pour l'inviter? Je vais essayer de faire venir Guillaume. l'employeur. Guillaume, mon boss. Cool. Je pense il est très sollicité, il est beaucoup dans le club Bootstrap, je le vois. Lui. Ouais. On en a eu pas mal du club Bootstrap qui sont venus ici. Ouais, super prof qui va arriver là. Ah, il est aussi dans le club, petite dédicace à Mathieu Lelemand, d'ailleurs, il faudrait qu'on l'invite lui aussi. Sinon, il y a Michael Jordan de Agicap qui est super intéressant. On les voit beaucoup à Agicap. Chief Revenue Officer d'Agicap, lui, il a connu une croissance assez fulgurante de la boîte dans plusieurs pays. Ils sont très successful en Allemagne. C'est un super mec, il est vachement intéressant et il est très porté comment tu scales une équipe de vente. Donc, je pense que ça peut être super. Merci. On parlera saucisson avec lui. Merci. Merci À beaucoup. bientôt. Avec plaisir. À bientôt. Merci Ciao. à vous. Salut.